Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à IHT et RCFM pour suivre notre émission hebdomadaire réalisée en collaboration avec Corse Matin. Et nous poursuivons aujourd'hui notre série de contacts consacrés aux élections territoriales avec deux nouveaux candidats, en commençant par celui qui conduit la liste du Front National, Charles Giacomi. Charles Giacomi, bonsoir. Buonasera, Monsieur Binciguar, Monsieur Padovani, Monsieur Albertini, buonasera. Merci de votre participation. Vous avez 63 ans, vous êtes maire de Prugne, vous étiez vice-président de la communauté des communes de Castagniccia-Gazing. Vous avez été désigné par le Front National pour conduire la liste du parti à l'occasion de ces territoriales. Vous serez ce soir face à Dilormo Padovani. Bonsoir Dilormo. Et Patrick Vinciguar de RCFM. Bonsoir également. Charles Giacomi, vous êtes le 8e candidat différent à une élection territoriale qui portait les couleurs du Front National. Jamais un parti n'a eu aussi peu de constance dans le choix de ses têtes de liste. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je dirais d'abord que c'est la santé démocratique. C'est-à-dire qu'il faudrait changer souvent les têtes de liste et ne pas en faire une habitude. Et j'aimerais qu'on passe dans l'avenir peut-être à 2 mandats. Ça serait plus simple pour tout le monde. Et puis après, je vais vous dire, les listes se font chez nous en concertation. C'est-à-dire qu'il y a les militants, les cadres, et même Paris qui intervient aussi un peu, parce que quand même on est quand même beaucoup, encore... non? Non, pas un peu beaucoup. On intervient quand même dans la nation française encore. Et le choix définitif, c'est nous qui l'avons. C'est quand même une surprise, cette absence de Francis Nadidi. Depuis 2015, il porte la voix du Front National en Corse, à la fois responsable politique, porte-parole, candidat aux législatives. Il réalise d'ailleurs le meilleur score en Corse. On s'attendait logiquement à ce qu'il mène la liste. Pourquoi ne Alors, je vais vous dire, c'était un choix. On a fait le choix d'un élu du rural pour sa constance sur le terrain, le lien qu'il a avec ses administrés et la défense des intérêts. Maintenant, on va parler de toutes les communes. C'est le choix du Front National en Corse ou c'est le choix de David Rachlin? C'est le choix. Non, c'est le choix du Front National en Corse pour justement essayer de relever un peu le débat. Charles Giacomi, n'est-ce pas cette tête de liste un cadeau empoisonné pour vous? Est-ce qu'on ne vous envoie pas au casse-pipe compte tenu de la déconfiture du Front National au niveau national? Là, je pense qu'il y a actuellement quelques petites manipulations. Il suffit de s'en rendre compte et de regarder le sondage dont a bénéficié Marine Le Pen il y a quelque temps, puisqu'elle est au-dessus du score du premier tour, elle est à 22%. Et je crois qu'en Corse, nous n'avons pas de problème, puisque nous partons tous unis. Il n'y a aucun souci sur... Les dernières législatives n'ont pas été un succès. Pour personne. Pas vraiment. Oui, mais Marine Le Pen fait pour les nationalistes, 48,5% au deuxième tour de la présidentielle. C'est un sort quand même exceptionnel. Elle fait quasiment jeu égal avec Macron. 35 jours après les législatives, vous descendez à 5,4%. Il y a quand même un problème. Non, ça s'explique. Je pense que ça s'explique parce que regardez le score des autres résultats. Je pense qu'il y a eu un coup de massue sur l'électorat corse et français en général. Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient, ils espéraient cette victoire de Marine Le Pen. Attention, ils l'espéraient. Ça aurait été une bonne chose pour la France et pour la Corse. Parce que n'oublions pas que Marine Le Pen en Corse n'a aucune responsabilité dans les événements qui se sont produits depuis 30 ans. Et qu'avec le groupe nous allons essayer peut-être de régler le problème de la paix en Corse demain. Pourquoi vous passez de 48,5 à 5,6 5,4, pardon. Les gens n'ont pas voté. La déception de la défaite du deuxième tour, je crois, de la présidentielle, c'est tout simplement. Alors qu'est-ce que vous espérez des territoriales? Eh bien, nous espérons d'abord changer la donne pour la Corse et essayer de faire progresser nos idées d'abord. Comment pensez-vous rebondir justement à ces territoriales? Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on doit essayer d'abord de construire la paix pour le monde de demain. Et puis après, je pense qu'il y a d'autres thèmes importants. Il faut essayer, par exemple, de décréter l'état d'urgence culturelle, parce que c'est pas seulement une élection locale. Il faut l'état d'urgence culturelle, identitaire pour toutes les régions, et aussi les valeurs républicaines et les libertés qui ont été bafouées. C'est aussi un retour des thèmes de prédilection du Front National, anti-immigration, anti-immigrés. Je pense que c'est un thème, je pense, très... qui doit être pris en compte actuellement, le thème de l'immigration. Pourquoi? Parce que nous allons vers un choc des civilisations.
Et il faut éviter le choc des civilisations. Parce que vous savez très bien que la société corse est bâtie sur le principe nous sommes des Européens, nous sommes de culture grecque et romaine et nous sommes des chrétiens. Qui Dio Baese di Asanta et le Dio Visalvirigine. Donc actuellement, vous avez le problème de l'immigration de l'arc méditerranéen qui va du Maghreb au Proche-Orient, parce qu'on nous dit l'islam, mais c'est l'islamisme actuellement, avec le danger que ça représente. Ce n'est pas encore ce qui est le plus prégnant pourtant. Ah oui, l'immigration est massive. Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cette immigration? Si vous êtes à la tête de la collectivité unique déjà, demain... on a une parole politique, ce qui n'est pas rien. On peut si vous voulez, toucher un peu les instances nationales, leur demander le problème. Parce qu'il ne faut pas oublier la pauvreté qui est en Corse. La Corse se paupérise. Vous avez un autre candidat qui est sur les mêmes thèmes, notamment l'immigration, un autre candidat d'extrême droite, et la personne de Christophe Cagnoni. Comment est-ce que vous appréciez cette présence? Ou que vous n'appréciez pas? Non, moi je n'ai rien à voir. Monsieur Cagnoni, c'est un monsieur avec qui j'ai de très bons rapports. C'est lui qui conduisait la liste du Front National en 2015. Voilà, oui, je n'ai aucun. D'ailleurs, il avait un thème, il ne le prendra pas pour lui, qui était très bien. Il voulait faire un observatoire. Je pense qu'actuellement, l'observatoire, pour certains hommes politiques, serait bien pour qu'ils trouvent leur bonne étoile. Voilà, ça serait bien. Et après, concernant M. Padovan et l'extrême droite, je pense qu'actuellement, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. Ça a été tellement bien orchestré par certains partis politiques et par certains médias nationaux pour désigner à la vindicte, sinon stigmatiser une partie du peuple. Donc il faudrait que maintenant ce travail s'arrête et qu'on puisse se retourner à une campagne qui soit sur des thèmes qui intéressent le peuple de Corse. Quand même, il émet un certain nombre de critiques, Christophe Cagnoni, en disant qu'il a quitté le Front National parce que le parti était trop centralisé aux ordres de Paris et antinationaliste en Corse. Est-ce que vous... Non, il en a la réponse aujourd'hui, je pense. C'est nous qui nous sommes avancés le plus dans la régionalisation. Mais ce que je voudrais dire sur la régionalisation, ce que les gens ont un peu oublié, c'est que quand on construit une régionalisation, messieurs, on la construit pour le peuple et pas pour ses dirigeants. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire en Corse? On est en train de créer un seigneur. On revient 200 ans en arrière. Voilà ce qu'il y a de grave. C'est que pour libérer un peuple, il faut lui donner le pouvoir économique. C'est ça qui est important. Et ne pas le lier. Or, actuellement, ils sont liés. Ils sont allés à Paris pour libérer le peuple. Et quand ils sont revenus, ils l'ont enchaîné. Voilà ce qui se passe actuellement. Vous prônez le Front National à un grand département unique en Corse? En fait, c'est un grand bond en arrière avant 1975. Ah non, alors je vais vous dire, monsieur Vinciguar, le problème est, je pense que c'est la même chose, que vous l'appeliez département unique, région, statut spécifique, on est pour une seule entité. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut savoir ce qu'on y met dedans. Est-ce qu'on travaille pour le peuple ou on travaille pour un système politico-financier? Vous êtes le problème est là. Vous êtes pour une collectivité unique? On est pour une collectivité unique, c'est clair. Mais le département? Mais vous pouvez l'appeler département, vous pouvez l'appeler statut, vous pouvez l'appeler collectivité. C'est ce qu'on y met dedans qui compte. Et moi, je dis que ce qu'on y met dedans, vous profitez au peuple. Or, actuellement, ça ne profite pas au peuple. Mais qui mettez-vous alors? Qui mettez-vous justement dedans alors? Eh bien, ce sont des mesures économiques, monsieur. Pour que les gens, parce que n'oubliez pas que la Corse actuellement, c'est 22 000 chômeurs, c'est 5 000 RSA, 22% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, des gens qui vivent avec 800 € par mois, et nous, on va prendre quelques mesures là-dessus. D'accord, on va y revenir. Vous avez déclaré récemment que la mandature nationaliste n'avait pas apporté grand-chose durant ces 2 années. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, durant ces 2 années? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Parce que je suis quelqu'un d'honnête dans la vie, et qu'on ne peut pas faire le bilan d'une mandature sur 2 ans. Mais il y a quelque chose qui se dégage. Je ne suis pas un professionnel de la politique, vous le savez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les bilans des 20 dernières années. Et je me suis aperçu qu'il y a à peu près 610 ou 620 millions de dettes qui est dû à des empreintes toxiques, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus. Et je vois que la première année d'exercice des nationalistes 2016, ils annoncent 55 millions de dettes.
Malgré un emprunt de 150 millions. Donc c'est un bilan en trompe-l'œil. Mais on va pas leur taper, on n'est pas là pour leur taper dessus. On est là pour dire une chose. C'est que les républicains insoumis de la République en marche ont devant leurs yeux le bilan et le constat de leur échec. Parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Voilà comment on a laissé. Parce qu'il y a pas. Après, les nationalistes ont pris le train en marche, essayent de faire ce qu'ils peuvent. Ça, on peut pas comme ça de. Mais. Si votre avis des Républicains en marche insoumis, c'est la version 2017 de l'UMPS. Non, cher à Marine Le Pen. Ça, c'est pas de Marine Le Pen, c'est de moi. Oui, non, j'ai bien compris. Et je pense que c'est la réalité, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous mettez tout le monde dans le même sac, vous. Pour une gestion, vous le voyez, 610 millions d'euros, c'est les chiffres parlent seuls. L'opposition au Front National, durant ces 2 ans, n'a pas été très pugnace non plus. Hein. Elle a quand même proposé des choses qui ont été refusées, qui après ont été acceptées et reprises par d'autres partis. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, qu'est-ce que vous auriez pris comme mesure durant ces 2 années? Alors moi, j'aurais pris des mesures économiques. C'est-à-dire qu'il fallait créer en Corse une zone de relance économique. Parce que la liberté des peuples et l'émancipation commencent par l'émancipation économique. Il faut rendre les peuples libres d'abord. De pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les gens dans la vie? Ils veulent un logement, un emploi, gagner leur vie honnêtement et élever leur famille. Certes, mais comment, Charles Jacques? C'est simple, il fallait créer en Corse une zone... Si c'était si simple, tout le monde l'aurait fait. Hein. Mais ils l'ont essayé, d'autres moyens qui ne marchent pas. C'est-à-dire la politique des grands travaux. Moi, je pense qu'il faut revenir à des choses plus simples. Il faut passer, par exemple, il faut passer maintenant à une économie globale, par exemple. Il faut passer de l'économie de consommation à une économie de production. Pourquoi de production? Tout le monde le prône, ça, et depuis des années. Voilà, mais personne ne l'a appliqué. Alors mais comment on fait? Alors, je vais vous dire comment on fait. Je vais vous dire tout simplement comment on fait. D'abord, on crée une zone d'activité renforcée pour on a connu ça, hein, ça s'appelait zone franche avant. Hein. Non, mais ça n'était pas dans le cadre du statut particulier qu'on va avoir maintenant au 1er janvier. Donc il faut un peu bousculer les choses. Puis après, vous savez que économiquement, pour développer une zone, c'est les infrastructures actuellement, le haut débit et le PADUC. Le PADUC qui est bon sur la forme, mais sur le fond, il faut l'amender, le PADUC. Il faut l'amender parce que vous savez très bien que dans les villages, actuellement, on ne peut plus construire une maison. Vous voulez le détricoter? Non, pas le détricoter, l'amender. Ça revient un peu au même. Non, parce qu'il y a des zones de montagne, monsieur Vinciguerra, qui sont les parents pauvres. C'est-à-dire que moi, je le vois chez moi et je parle pour tous les maires, on peut plus réaliser une construction. Et en quoi ça va favoriser le développement parce que justement, ou la production plutôt? La production, parce que pour que les gens, par exemple l'agroalimentaire, certains artisans, surtout en zone de moyenne montagne, c'est surtout le côté tourisme et le côté agriculture qui va faire le poids économique, parce qu'on ne va pas faire venir des industries, on s'en doute bien. Concernant votre programme, vous avez évoqué le problème des déchets. Vous évoquiez à un certain moment la création de 2 usines de revalorisation des déchets. Mais vous écriviez entre parenthèses, pas incinérateurs. C'est dans votre programme. Alors, est-ce que vous pouvez préciser? Ce ne sont pas des incinérateurs que vous voulez? Alors, je suis content, M. Albertini, que vous veniez sur ce domaine, parce que actuellement, la politique d'évacuation de l'ensemble des déchets de la région Corse est soumis à ce qu'on appelle un bilan carbone. Or, le bilan carbone est catastrophique pour l'activité. Pourquoi? Parce que vous avez l'activité qui est faite par le tri sélectif au départ, le tri qui est organisé, puis après, ce qu'on appelle les centres d'enfouissement technique. Alors, sur les centres d'enfouissement technique, je vais quand même vous dire quelque chose, c'est qu'il y a un drame écologique en préparation. Parce que les pollutions engendrées par ce genre d'enfouissement vont occasionner des dégâts irréparables. On est d'accord, Charles Jacques, on n'enfouit plus, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets? Quand vous parlez d'usine de valorisation des déchets, c'est quoi? Non, c'est une usine de valorisation énergétique. Il faut savoir qu'une usine de valorisation énergétique... C'est un incinérateur, en quelque sorte, non? C'est technologiquement beaucoup plus poussé et c'est quasiment... on brûle quand même les déchets. C'est quasiment zéro pollution. Je vais vous donner un exemple. Donc on ne fait plus de tri?
Le tri, c'est au départ, on fait le tri. C'est ce qu'on appelle les ordures. Vous ne pouvez pas ménagères. faire fonctionner un incinérateur avec très peu de déchets. 160 000 euros au-dessus. Là, on est encore à 180 000 cette année. Donc avec 160 000, on donne l'équivalent énergie pour 20 000 habitants. Vous imaginez, on crée 50 emplois de haute technologie et très qualifiés. Pour le centre de la Corse, zéro pollution. Parce qu'il faut le dire, il faut que les gens entendent. On ne peut pas continuer à polluer avec l'enfouissement. L'enfouissement, je vais vous le dire, ce qu'est. Une tonne de déchets, M. Albertini, c'est 200 mètres cubes de biogaz. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les biogaz ? Dans les biogaz, il y a 32 substances cancérigènes et 12 ou 13 substances mutagènes. Sur les eaux résiduelles, ce qu'on appelle les lixiviates, si par malheur il y a une catastrophe écologique qui se produit, c'est irrécupérable, définitivement. Et la pollution de l'air alors avec, il n'y en a pas. C'est quasiment inexistant. Ça représente l'équivalent de 2 semi-remorques. Donc c'est bien ça. Vous voulez un incinérateur, 2 incinérateurs. Hein. Non, non, c'est pas un incinérateur. Oui, pas les usines de valorisation. Alors, je vais vous dire, en équivalent, c'est-à-dire qu'on diviserait par 100 le bilan carbone. 100, pas 10, 100. Vous imaginez la pollution qui est en Corse maintenant. Dici hanno un momento dici hanno vogo, vergogna te chi bruci ad aria. A voglia di vergogna te chi tombi ad aria. Alors, autre thème de votre campagne, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'immigration. Vous dites ne pas vouloir accueillir de migrants illégaux. Mais où sont ces migrants illégaux en Corse ? Vous tournez vers les quartiers, vous promenez. Hein. C'est tout simple. Hein. Demandez aux Corses. Ce sont des immigrés, pas des migrants. Les migrants, c'est ceux qui viennent aujourd'hui des lieux où il y a la guerre. Je pense qu'en Corse, les migrants illégaux, par nature, ils sont clandestins. Ils ne vous donnent pas l'autorisation avant de venir. Hein. Il faut cesser cette hypocrisie. Je veux vous dire, il faut cesser tous ensemble cette hypocrisie. Quand vous avez un pays comme la France, et une région comme la Corse, où vous avez des milliers de personnes au chômage, des gens qui gagnent moins de 800 euros par mois, vous faites venir des gens illégaux, il n'y a plus de travail. Vous savez que l'intégration se fait par le travail. C'est la seule chose qui marche. Et elle se fait par des cultures qui sont à peu près identiques à la nôtre. Or, actuellement, vous le savez très bien que l'immigration... Ça, c'est un peu le discours de Jean-Marie Le Pen il y a 40 ans. Non, c'est pas le discours, c'est le discours de la réalité corse. Nous, l'intégration, on l'a faite. C'est quoi la société corse ? On va passer à la société corse. La société corse, tout le monde nous parle de communauté de destin. Alors, il faudrait que cette escroquerie intellectuelle s'arrête. Qu'est-ce que c'est que le destin ? Le destin, c'est le hasard et la fatalité. Comment un homme politique peut porter sa société avec le destin et la fatalité. Je vais vous dire ce qu'est la société corse. La société corse est une société de liens et de vécu qui s'est perpétuellement renouvelée au cours de son histoire. Et aujourd'hui, elle est en danger à cause des immigrés ? Oui, parce que nous aurons demain le choc des civilisations. Parce qu'ils ont des coutumes et des modes de vie complètement différents. Ces immigrés n'arrivent pas dans n'importe quelle condition. En tout cas, ils trouvent du travail ici. Ça veut dire que les employeurs corses les emploient. Alors, il faut me dire pourquoi il y a 22 000 chômeurs. Mais ils les emploient. Ils les emploient. Alors, illégalement, alors. Illégalement. Même légalement, non, dans le domaine agricole, dans le domaine du bâtiment. Monsieur Albertini, l'immigration illégale, on ne peut pas être embauché. Maintenant, il y a l'immigration de travail. Attention, il ne faut pas confondre l'immigration de travail. L'immigration de travail, elle est acceptable et c'est des gens qui doivent être traités comme nous. Vous savez, j'ai des positions très sociales là-dessus. Et je ne joue pas avec ça. L'immigration illégale est marginale par rapport à l'ensemble de l'immigration. Actuellement, en Corse... Ils ne sont pas plus nombreux, les illégaux, non, que mais les je vais légaux. vous dire, il faut être clair. Dans 10 ans, on sera minoritaire. Et vous aurez le choc des civils. Et ça va arriver. Autre chose, vous voulez fermer les salles de prière radicalisées. Fermer de suite. Oui. Il y en a en Corse ? Il y en a quelques-unes, je pense. Lesquelles ? C'est parce qu'elles sont anonymes qu'on ne sait même plus où elles sont. Hein. Ah bon ? D'ailleurs, vous avez vu, quand je trouvais au Jardin de l'Empereur, personne ne le savait, c'était une salle qui était une association, qui avait été transformée en salle de prière. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, les gens, s'ils ne sont pas, il faut lire, parfois il faut lire un peu l'actualité. Mais il faut être précis aussi. Mais nous sommes très précis. Combien il y a de salles de prière ici en Corse aujourd'hui ? Quelques-unes, je pense qu'il y en a quelques-unes. Ah bon ? Voilà. Précisément, non, mais il faut demander... Vous pensez qu'il y en a quelques-unes ? Je n'êtes pas sûr.
On en est sûr, mais enfin, ceux qui sont aptes à répondre à la question, c'est les services de la préfecture. Hein. Et des radicalisés, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'informations? Il y en a beaucoup, vous n'avez qu'à regarder dans la rue. Hein. Parce qu'il y a deux sortes. Dans la rue, c'est pas dans la rue. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. Il y a deux types de combats. Une djellaba et une barbe suffisent à radicaliser quelqu'un. Je vais vous dire, monsieur Padovani, pour ce que les gens ne savent pas, c'est que pour les islamistes, parce qu'on va bien faire la différence, il y a deux types de combats. Vous avez le djihad, dont vous suivez à l'actualité le drame causé par l'invasion de la Libye il y a quelques années, parce que c'est le départ, c'est ça. C'est les fameux printemps arabes, orchestrés par M. Bernard-Henri Lévy. Voilà. Après, vous avez beaucoup de pouvoir. Il en a énormément. Et après, vous avez un autre type de combat que les gens oublient. C'est l'Oumma. L'Oumma, c'est le peuple musulman. C'est la charia. C'est-à-dire que quand on applique la charia, on applique quoi? On applique les préceptes. Vous savez, les préceptes des frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont dogme et culte, État et nation, religion et pouvoir, et en même temps spiritualité et action. Ils sont aptes à remplir tout. L'islam est le problème de la Corse aujourd'hui? Ils veulent devenir. Alors, prenons en garde. C'est-à-dire qu'attention, il faut que la religion islamiste devienne une religion de spiritualité, de privé et apolitique. Il n'y aura plus de problème. On revient à un aspect de votre programme sur l'économie, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le Front National n'a pas voté les ordonnances de Macron qui réforment le Code du travail. Elles concernaient notamment les petites et moyennes entreprises, et les TPE aussi, d'ailleurs, qui sont assez satisfaites de ces évolutions. Vous qui défendez les petites entreprises, vous auriez dû les approuver, normalement. Alors, c'est-à-dire que, pourquoi on s'y est opposé? On s'y est opposé pourquoi? Parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, et vous le voyez par les bilans sociaux en France continentale, parce qu'il ne faut plus séparer la Corse de la France, parce que le problème est là aussi, et grâce à Dieu, merci ceux qui les sont encore, qu'on ne devienne pas demain Malte. Hein. Donc sur le Code du travail, je dirais que le problème, c'est qu'on veut passer à des accords d'entreprise. Et ça créerait des inégalités énormes entre les entreprises. C'est-à-dire, un l'appliquerait, l'autre ne l'appliquerait pas. Ce sont les arguments de la France insoumise, en gros. C'est les arguments des gens qui ont du bon sens et qui ne pensent pas qu'à eux, qui pensent un peu aux gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. Parce que la solidarité doit se jouer entre les gens qui ont un peu, parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un et le riche de quelqu'un. Mais il faut penser à des gens qui n'ont plus rien maintenant. Donc il faut faire des accords de branche, toujours. D'abord, pour qu'il y ait ce sentiment d'égalité entre toutes les entreprises d'une branche. Mais encore une fois, les TPE sont heureuses globalement de ces ordonnances. Donc c'est quoi? Il faut faire attention aux patrons, il faut favoriser très clairement les salariés. Je vais vous dire sur quoi, M. Padovani. Je vais vous dire sur quoi. C'est sur le fait c'est le fameux contrat qui va, lui, c'est vrai, aider les petites entreprises et l'artisanat. Parce que, bon, il est assez éloigné de ce qu'on faisait avant, puisque vous savez qu'on va taxer beaucoup les contrats... on va taxer les contrats à durée déterminée, voilà. Alors, on arrive en fin d'émission. Le débat tourne aujourd'hui autour d'un front républicain New Look. On en parle entre une droite amenée par Jean-Martin Mondolone et des macronistes de Jean-Charles Orsouch. J'imagine qu'on ne vous sollicitera pas pour en faire partie, mais comment vous voyez ça? Plutôt d'un bon oeil ou vous trouvez ça choquant? Je vais vous dire, je vois ça comme c'est pas un terme que j'ai choisi, mais enfin, il m'a paru très adapté. C'est la tambouille dans l'auberge espagnole. Voilà. C'est que vous avez d'un côté un bloc qui eux aussi ont des difficultés, ce sont les nationalistes, et de l'autre côté vous avez un bloc qui veut se reconstituer, pourquoi faire? Pour créer une espèce de pacte républicain qui est complètement antidémocratique, qui est une escroquerie électorale en plus, pour essayer de garder le peu de pouvoir qu'il pourrait avoir. Voilà, c'est tout. Et si vous ne franchissez pas la barre des 7%, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez à voter pour quelqu'un ou vous restez à la maison? Non, je vais vous dire, là, j'appelle à voter
à voter. Les gens qui n'ont pas voté pour toutes les dernières élections, je les appelle à voter parce que la Corse a besoin pour l'avenir maintenant que tout. Si vous n'y êtes pas, est-ce que vous prendrez position ? Non, mais nous y serons. Possible, mais nous y serons. Les hypothèses sont possibles. Nous y serons. Nous y serons et je pense que nous ferons une belle élection. Mais vous pouvez pas. Parce que notre. Mais entre les Républicains et les nationalistes, vous choisiriez qui éventuellement ? Ah non, je ne ferai pas de choix. C'est eux qui auront à choisir. Ils choisiront. Je penserai qu'ils choisiront notre ligne. Parce que bon, la Corse maintenant a besoin de penser à l'avenir. Et penser à l'avenir, ce que je dis à tous les électeurs de Corse maintenant, venez voter parce qu'il faut absolument construire l'avenir. Charles Giacomi, merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin de la première partie. Je vous remercie donc d'y avoir participé. Je vais vous demander de laisser votre place. Merci à vous et buonasera a tutti. Que votre second invité, qui est le représentant de la liste La Corse Insoumise et du Parti communiste, Jacques Casamarthe, puisse prendre place. Voilà Jacques Casamarthe qui va s'installer. Et bonsoir Jacques Casamarthe et merci de votre participation à Contraste. Vous commencez à être habitué de l'émission. C'est aujourd'hui au titre de candidat aux élections territoriales que vous serez interrogé. Vous conduisez, je l'ai dit, la liste L'Avenir, la Corse en commun qui regroupe la Corse Insoumise et le Parti communiste. Alors une question d'entrée. Alors vous avez présenté votre liste samedi dernier. Alors très franchement, on a du mal à comprendre quand même. Savoir qui soutient qui. Qui représentez-vous exactement? La France Insoumise de Mélenchon, la Corse Insoumise qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu des communiqués, des structures diverses, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la démarche. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur Alors je vous remercie de votre question, je vais vous éclairer. Vous savez, d'abord, c'est le débat démocratique et on vit dans une période qui est très troublée, c'est-à-dire qu'il y a y compris des électeurs qui ont du mal à comprendre le sens aujourd'hui. Quand on voit la dégradation de la situation économique et sociale, pas seulement en Corse d'ailleurs, on pourrait parler de la France entière, y compris de l'Europe et du monde, parce qu'il y a une déstabilisation très très grave. Ce qu'il faut dire pour cette élection territoriale, pour moi, ça me semble essentiel, c'est qu'en fin de compte, il y a 3 blocs qui vont s'affronter. Il n'y a pas 36, il va peut-être y avoir 8, 9 listes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 3 blocs. Il y aura un bloc libéral qui, bien entendu, va porter les idées de la droite, des 2 listes d'ailleurs, qui sont présentes aujourd'hui à l'occasion de cette élection territoriale. Un bloc donc libéral qui va porter aussi les idées de Macron, puisque vous savez très bien, Macron a fait appel à un Premier ministre de droite, et on voit bien qu'il y a très très peu de différence entre les uns et les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée nationale, maintenant, depuis... mais chez vous, à la France justement, j'y viens. C'est là qu'on a du mal à percevoir. Il y a un groupe qui est très libéral et qui remet en cause fondamentalement toutes les questions sociales, et en particulier les services publics. Un deuxième groupe, qui est un groupe nationaliste, qui aujourd'hui est au pouvoir et qui a 3 députés à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, il s'est presque avéré dans l'incapacité de traiter la question sociale sur les 2 années. Mais quand on prend le dernier vote, et notamment sur les ordonnances à l'Assemblée nationale, c'est un coup de force contre le peuple, on va dire, à l'Assemblée nationale, le groupe nationaliste ne s'y est pas opposé. Donc il reste un groupe, il reste un bloc, et c'est le bloc social. Alors, c'est le bloc social, c'est celui qui dit on n'a pas besoin d'une alternance. On a besoin d'une alternative, c'est-à-dire on a besoin d'une alternative à la crise. Et bien entendu, on va porter en premier la question sociale. Elle est essentielle. Avec qui? Vous avez le soutien de Jean-Luc Mélenchon, il est avec vous, il n'est pas avec vous. Moi, je vais vous répondre que j'étais sur ce même plateau et que j'étais le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Vous l'êtes plus. Je vais vous répondre que nous avions 4 candidats aux élections législatives et que les 4 candidats, soit ils sont candidats sur notre liste, soit ils soutiennent la démarche aujourd'hui de ce bloc social. Donc, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai critiqué, bien entendu, je le dis de suite, lorsque le 3 septembre... Le terme de tambouille. Bien sûr, le 3 septembre à 20h05, Jean-Luc Mélenchon a sorti son terme sur la tambouille. Je dis que la tambouille, elle est ailleurs. Et je ne pense pas que la manière dont il nous a traités... à la fois. Oui, c'est vexant. Je veux dire que c'est vexant, mais ça fait partie du débat politique. La démarche est finalement contradictoire avec ce que vous portez, la démarche de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il souhaite se débarrasser
au niveau national du Parti communiste. Ah, mais ça, c'est son vous problème. Vous allez avec les communistes, justement, au territorial. Oui, mais si vous n'avez pas eu cette tentation de vous débarrasser des communistes ici en Corse, ou du moins une partie d'entre vous? Oui, moi je vais vous dire franchement, bien sûr, une partie probablement. On est victime d'un débat qui existe au sein de cette gauche sociale depuis plusieurs années. Il y a eu... Moi, je fais partie du mouvement de Clémentine Autain. Cette gauche, c'est ensemble. Gauche sociale, c'est ensemble. C'est Manque Alternative ensemble. Et bien sûr, on a été victime depuis plusieurs années, et y compris au Front de gauche qui maintenant est mort, on a été victime de cette dualité entre le parti de gauche, qui était le parti de Jean-Luc Mélenchon à un moment donné, et le parti communiste. C'est-à-dire que nous sommes des militants qui sommes des militants associatifs, syndicaux. Vous étiez ensemble au sein du Front de gauche à l'époque. Oui, on y était en sachant qu'il y avait des problèmes à l'interne, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. Moi, la dualité entre le parti de gauche et le parti communiste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose au peuple demain. On va y venir, mais est-ce que vous êtes toujours membre du parti de Mélenchon? Écoutez, d'abord le parti de Mélenchon n'est pas un parti, je préfère le dire, c'est un mouvement. On a contribué. Je vais simplement vous répondre pour vous dire qu'à plus de 80%, les insoumis dans cette île ont pris la décision, et ce n'est pas le 3 septembre, lorsque Jean-Luc Mélenchon a envoyé son tweet. En gros, c'est bien avant. On a pris la décision. Vous êtes émancipé de Jean-Luc Mélenchon? Non, on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se pose, parce que si vous préférez... Est-ce qu'il viendra vous soutenir, par exemple, dans le mois qui reste? Je ne sais pas, on verra. Ce qui est sûr, c'est que j'annonce ici qu'il y aura Myriam Martin, Clémentine Autain, qui nous a annoncé son intention de nous soutenir, et d'autres insoumis à travers la France, des élus à travers la France, qui nous disent que la démarche que l'on a entamée encore, c'est une bonne démarche, parce qu'elle permet justement, et juste pour terminer, parce que je vais répondre à la question, c'est qu'on considère que ceux qui se rassemblent dans la rue aujourd'hui contre les ordonnances, contre les mauvais coups, contre les privatisations, il est bien qu'ils se rassemblent aussi dans les urnes, et ils se rassemblent pour faire une liste. C'est ce qu'on fait. Et je crois que ce rassemblement avec le Parti communiste, et avec d'autres, parce qu'il n'y a pas que le Parti communiste, je voudrais simplement dire qu'il y a un tiers d'insoumis sur cette liste, et qui sont membres de Manque Alternative, un tiers du Parti communiste, et il y a un tiers de la société civile, c'est-à-dire des militants associatifs, syndicaux. L'assise électorale, c'est le Parti communiste. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous. L'assise électorale, c'est la gauche sociale et écologique. Oui, et bien entendu, elle est constituée et d'insoumis et de communistes, mais aussi de citoyens. Je crois que c'est très important de repositionner le débat politique dans l'île aujourd'hui. Quels sont les accords que vous avez passés entre vous, la tête de liste pour vous, et le programme, la ligne politique Parti communiste? Absolument pas. Non. Vous savez, je vous pose la question parce que par rapport à l'autodétermination, ici, au moment des législatives, vous avez dit oui, après tout, l'autodétermination, je peux vous répondre. Le Parti communiste, c'est pas tout à fait sur les mêmes bases. Alors, je vais vous répondre. D'abord, je voudrais dire que j'ai commencé par dire que ce qui nous semblait vraiment important, c'était la dimension sociale. J'en profite pour dire qu'il y a 66 000 personnes qui, dans cette île, 1 sur 5 en Corse, 1 sur 4 dans le rural, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous savez, le seuil de pauvreté, vous savez ce que c'est? C'est 980 € par mois. Et je ne parle pas de la couche sociale qui se trouve juste au-dessus. Tous ces salariés, et notamment ces jeunes, qui aujourd'hui gagnent entre 980 € et 1300 € et qui n'arrivent plus à joindre le debout. D'ailleurs, quand on voit les conflits sociaux, tout dernièrement à Carrefour, quand on voit comment les organisations syndicales posent aujourd'hui la question, notamment dans la santé, on a de quoi être très inquiet pour l'avenir. Donc nous, on veut avant tout représenter ça. Alors, ça veut dire quoi? Pour répondre à votre question, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 projets politiques qui sont très proches. Le premier projet, c'est l'avenir en commun. C'est le projet que la France insoumise a soutenu. C'est les 360 mesures qui ont été proposées dans le cadre des présidentielles et des législatives. Et puis, il y a Agurzigan Comune, qui était le projet du Parti communiste, qui tient compte aussi de son projet national. Mais on a constaté quoi? On a constaté qu'il n'y avait pas de différence de fond entre le projet que nous portions et le projet que portait le Parti communiste. C'est comme ça qu'on retrouve ce mot d'ordre. La Corse... Sur l'autodétermination? Sur l'autodétermination, mais écoutez, les différences, heureusement qu'elles existent entre les uns et les autres. C'est pas une mince différence. Mais attendez, sur l'autodétermination, il faut être clair aussi. Quand on a parlé de l'autodétermination dans cette même émission, je vous ai dit que personnellement, moi je reconnaissais à tout un chacun de dire je suis pour l'autonomie, je suis pour l'indépendance, à partir du moment où ça passe par le débat démocratique. Mais je vous ai dit, en même temps, je vous ai dit que je n'étais pas pour l'indépendance de la Corse. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance d'un droit. C'est la reconnaissance d'un droit. Je reconnais, regardez ce qui se passe en Catalogne. Regardez ce qui se passe un peu partout ailleurs. Aujourd'hui, il y a de vrais enjeux, de vraies questions qui sont posées. Et je vais même vous dire quelque chose. Ces questions se posent, plus on est
dans la difficulté économique et sociale, et plus ces questions risquent de se poser. Et là, il y a un véritable problème aujourd'hui, en particulier avec l'Europe. Non, mais là, c'est une question sur le fond, finalement. Vous reconnaissez le droit à revendiquer l'autodétermination, mais seriez-vous favorable à l'autodétermination? Je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Corse. Et je vais vous dire pourquoi. L'autodétermination, c'est un vote. Mais attendez, l'autodétermination... Plus concrètement, sans parler d'indépendance, je voudrais parler du droit. Pardon, Jacques Savard. Oui, je vous en prie. Ici, d'indépendance, pour l'instant, personne n'en parle. On parle d'autonomie. Ça a été relancé à l'Assemblée nationale mardi dernier par le député P.A. Goursiga. Vous êtes favorable à l'ouverture d'un dialogue à partir de janvier 2018 sur cette question de l'autonomie? Ou est-ce que vous reprochez aux nationalistes de faire encore du débat institutionnel une priorité? Ouais, c'est pas un scoop. Hein. On a toujours été favorable au dialogue. Je vais commencer par dire ça. Et je considère... Est-ce que c'est une priorité selon vous, considérons, cette parce que c'est important. Je vais vous répondre, parce que nous considérons que le haut, il doit pouvoir déléguer au bas tout ce qui pourrait être du ressort du bas. Mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, la question de prendre à bras le corps les questions qui sont soulevées, regardez ce qui se passe à l'hôpital de Bastia, c'est exactement ça. Des citoyens, ils posent les vraies questions et ils demandent à ce qu'en urgence, on puisse mettre 15 millions pour régler le déficit qui est énorme de cet hôpital de Bastia, où il y a des gens qui sont là tous les jours. Donc, mais c'est une évidence. Mais l'autonomie, parlons de l'autonomie. La question de fond, c'est de savoir avec quels moyens on va gérer. Et moi, je constate une chose. Je constate qu'actuellement, et il y a un déséquilibre énorme, un différentiel énorme, actuellement, tout impôt confondu, on collecte actuellement 1,9 milliard en Corse et que pour l'instant la République émet 3,6 milliards. Il y a un différentiel qui est énorme, presque 2 milliards, 1,7 milliard. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que s'il n'y a pas la solidarité nationale... On est dépendant. Bien sûr qu'on est dépendant. Il faut créer des ressources nouvelles. Oui, mais ça veut dire qu'il faut créer des ressources... Cela. Oui, il faut créer des ressources nouvelles, sauf que moi j'en profite pour dire que s'il n'y a pas la solidarité nationale, s'il n'y a pas les péréquations nationales, eh bien on ne pourra pas s'en sortir. Donc la question de la solidarité nationale, elle est centrale. Vous savez, là on va de 3 collectivités à une collectivité. Mais il va y avoir une baisse des dotations qui va être très importante, qu'il va falloir qu'on assume et qui va être payée par les impôts. Donc vous voyez, si on ne traite pas, si on discute autonomie comme ça, sans rentrer dans le détail et comprendre comment fonctionnent les systèmes, on est à côté du problème. Et donc forcément, on revient à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est une situation... sociale très dégradée. Alors vous êtes clairement à gauche, opposant donc à la politique de Macron. Jean-Charles Orsout, chez lui, conduit la liste, le représentant du parti du président. Vous pourriez constituer éventuellement une majorité au 3e tour avec cette frange? Écoutez, je vais dire, il n'y aura aucune tambouille nous concernant, c'est une évidence. Pas question. Pas question, c'est évident. On ne peut pas combattre à l'Assemblée nationale comme on le fait actuellement avec les 30 députés, les députés communistes et les députés insoumis, la politique libérale qui est prônée aujourd'hui par le gouvernement et s'associer ici en Corse. Il n'y aura aucune tambouille. Donc c'est une évidence. Oui. On parle du front républicain en ce moment entre Jean-Martin Mondologne et Jean-Charles Orsucci. À ce moment-là, quelle serait votre position si ce front républicain venait justement à être réalisé? Pour moi, le front républicain n'a pas de sens. Je vais vous dire franchement. Il est évident que nous ne serons ni avec les uns ni avec les autres au second tour. Je pense qu'on sera là au second tour. Mais on sera là au second tour. Vous serez là, on sera déjà là au second tour. Vous serez là au second tour. Mais quand vous dites pas de tambouille, pas de compromission, ça veut dire, à moins que vous ne remportiez les élections, ce qui n'est pas le scénario le plus probable, une majorité absolue, vous vous condamnez d'ores et déjà, c'est possible, vous vous condamnez d'ores et déjà à siéger sur les bancs de l'opposition. Absolument pas. Sans alliance, vous ne pouvez pas gagner sans alliance. Justement, vous voyez, vous me tendez la perche. Ce qui va être important, c'est que nous, on dit qu'il faut oser inventer un avenir différent. Avec qui? Mais justement, j'y viens. Vous n'aurez pas la majorité absolue. Mais je ne suis pas prêt à faire n'importe quoi. C'est une évidence. Et nous, on a une position qui est très claire sur la question sociale. Si demain, on trouve dans cette Assemblée des convergences qui nous permettent d'aller plus loin et de poser les véritables questions qui sont posées dans cette île. Au cas par cas, vous pourriez les trouver, mais pas d'accord de mandature. Mais il n'y aura pas d'accord de mandature quand on voit comment se positionnent aujourd'hui les uns et les autres. Il faut être clair avec les électeurs, c'est une évidence. On ne rejoindra pas la droite et l'autre droite, on va dire macroniste, qui actuellement est... On ne rejoindra pas non plus les nationalistes, parce qu'on a des désaccords de fond, même s'il y a des questions sur lesquelles, en effet, je pense qu'il y a des discussions possibles. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes pour le dialogue et nous verrons en avançant. Ce qui me semble important,
c'est qu'il y ait beaucoup d'insoumis, de communistes et de citoyens qui portent ce qu'on porte aujourd'hui, cette dimension sociale et écologique, qu'il y ait beaucoup d'élus à cette Assemblée territoriale. Parce que je crois que le fait d'être nombreux à l'intérieur, on va être un contrepoids décisif, justement, pour influer sur le cours des choses demain. Parce que le cours des choses, on l'a planté, le décor. Hein. Tous les clignotants sont au rouge actuellement en Corse. Donc opposition. D'un point de vue de l'économie. Donc opposition. Mais écoutez, c'est la réalité qui nous fait voir ça. Mais nous ne sommes pas prêts à se rassembler dans des rassemblements hétéroclites qui n'ont aucun sens politique. Et pire que ça, je pense qu'ils sont rejetés par l'électorat. C'est ça le fond du problème. C'est qu'avec nous, voyez, nous on est clair dans nos intentions politiques. On sait déjà avant ce qu'on va faire après. On n'est pas là à mégoter quoi que ce soit. Et vous savez, en tout cas en ce qui concerne mon mouvement, hein, on a y compris une charte avec 38 articles qui est très important. Parce qu'on traite justement de cette dimension, cette désespérance de l'électorat qui ne croit plus en la politique et tout, parce que c'est très grave ce qui se passe actuellement. Mais il a besoin de solutions aussi. Alors dans votre programme, j'ai lu que vous vouliez, à travers cette élection, alors je cite, hein, mettre un coup d'arrêt au libéralisme effréné. Excusez-moi, vous donnez beaucoup de pouvoir à l'Assemblée de Corse, là. Oui, pardon ? Vous donnez beaucoup de pouvoir à l'Assemblée de Corse. Comment est-ce qu'elle peut mettre un coup d'arrêt Je pense que ce qui se fait actuellement à l'Assemblée de Corse, et ce qui s'est fait malheureusement depuis quand même relativement longtemps, c'est quand même des politiques libérales qui ne sont pas forcément... Je ne dis pas que tout a été de l'ordre des politiques libérales. Il y a aussi des mesures qui peut-être... Il y a eu un plan de précarité, par exemple. Bien sûr, même si on peut le discuter, le plan de précarité. Vous savez, parce que... On peut le discuter. Parce que, oui, on peut le discuter, parce que je crois qu'il ne faut pas seulement intervenir pour les gens qui gagnent moins de 900 € par mois, oui, notamment sur la question des transports. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans la détresse et qui gagnent 1300, 1400. Il suffit de regarder les chiffres sur l'endettement des ménages dans notre île. C'est une situation, il faut la prendre en compte. Et moi, pourquoi je mets ces questions sur la table? Parce que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On en parle rarement. Et on parle beaucoup de grands problèmes de société. Mais ces questions qui sont des questions fondamentales et qui font que les gens, ils n'ont plus confiance dans la politique. Hein. Ces questions-là, ils sont essentielles. Et moi, je m'adresse à tous ceux qui... Convenez que la CTC, ce n'est pas forcément l'échelle pertinente pour agir le plus. Ça dépend d'une conjoncture internationale et surtout de politique nationale. Vous avez raison. Il y a 3 niveaux. Vous savez, il y a 3 niveaux. Et bien, ça me fait dire ce que je voulais vous dire. C'est qu'il n'y aura pas de solution corse-au-corse. Il n'y aura pas de solution corse-au-corse. On vit dans un monde mondialisé. Vous savez, le poids de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, moi je l'ai vu dans les Balkans. Vous savez, vous allez dans le Balkan, la Yougoslavie, elle a explosé. Il y avait 6 républiques, aujourd'hui il y a 6 pays. Mais les politiques, elles sont partout identiques. C'est partout des politiques ultra-libérales qu'on met en œuvre. Et j'ai même vu le national-populisme et le néolibéralisme travailler main dans la main. Vous savez, il n'y a plus de service public là-bas. Ils ont tout cassé. Donc je dis que le contenu, la question du contenu, elle est essentielle. Et donc il y a 3 niveaux. Et vous avez raison de le dire. Il y a le niveau qui est purement local, qui est très important. Et moi je crois qu'il faut qu'on prenne notre part. Et nous on a montré... Justement, il y a une marge de manœuvre au niveau local. Taxer les riches, bon, ce ne sera pas la politique de Macron pour ces 5 prochaines années, ça on l'a bien compris. Mais est-ce que vous souhaitez, par exemple, que l'Assemblée de Corse puisse instaurer des taxes spécifiques, comme à un moment ça se faisait en Sardaigne sur les villas de luxe, à Das, Antellus, et la mettre en place en Corse? Il faut l'autorisation du Parlement. Hein. Tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que je vous avais dit lors de la dernière émission que nous n'étions pas pour modifier la Constitution actuelle, mais nous étions plutôt pour une 6e République où la Corse, et là je réponds peut-être à votre question, où la Corse, elle a une place particulière à jouer dans la République française, parce que la Corse n'est pas une région comme les autres. D'abord, parce qu'elle est insulaire. Et donc, en effet, il faut que la Corse puisse trouver sa place particulière dans cette République qui se construit. Parce que particuliers. Mais écoutez, ça se discute en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai donné le différentiel qui existe entre les recettes et les dépenses. Donc vous êtes contre l'autonomie fiscale. Vous êtes contre l'autonomie fiscale. Mais écoutez, il serait le meilleur outil pour créer des recettes nouvelles. Mais écoutez, nous ne disons pas qu'il ne faut pas examiner ces questions pour l'avenir. Il faut les examiner. Vous savez, on parle beaucoup des arrêtés Miot. Est-ce que vous savez, par exemple, je vais vous donner un chiffre. Hein, vous voyez, on dit, attention, les arrêtés Miot, c'est très très important. Est-ce que vous savez, par exemple, que les arrêtés Miot, il y a plus de la moitié des citoyens qui vivent en Corse qui ne possèdent rien? Eux, les arrêtés Miot, ça les intéresse absolument pas. Donc, vous voyez, je dis qu'il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a à réfléchir sur des recettes différentes. Mais s'il n'y a pas la péréquation nationale, s'il n'y a pas la solidarité nationale, s'il n'y a pas les dotations aux communes, et regardez, hein, c'est en train de baisser, et ça va baisser pour la collectivité. Oui, justement, le problème, c'est que ça baisse, et qu'il faut trouver des compensations. Mais écoutez, il faut simplement un rééquilibrage. On a proposé pendant la campagne et à l'Assemblée nationale, nos élus vont reproposer ça, que notamment sur la dimension fiscale, on puisse aller non pas de une tranche.
Vous savez qu'on a 5 tranches actuellement. Ce qui fait que les gens qui gagnent beaucoup payent beaucoup moins que les gens qui gagnent peu. Donc nous, on propose d'aller de 1 à 14. C'est-à-dire qu'il y a des mesures fiscales. Il y aura probablement des mesures fiscales à prendre ici, dans cette île, mais il y a aussi des mesures qu'il nous faut prendre au plan national et international. Mais quelle est la mesure qui aurait pu être prise en Corse pour lutter contre cette précarité, contre cette pauvreté qui n'a pas été prise et que vous prendriez? Bah écoutez, déjà, je vais vous donner quelques exemples. Un seul. Vous voulez un exemple? Non, les tranches, ça dépend voilà, pas de. Non, mais je ne vais pas vous parler de la fiscalité en tant que telle, parce qu'ensuite, on gère avec ce qu'on a. Et je vous ai parlé du différentiel. Écoutez, si on prend le logement social, par exemple dans cette île, parce que de l'argent il y en a, il y a le PEI, et il y a encore beaucoup d'argent donc à utiliser, puisque depuis 2002 on est rentré dans ce cadre-là. Si on prend le logement social, en Corse, on est à moins de 400 logements sociaux pour 10 000 habitants. La moyenne nationale, c'est 600. Vous voyez donc, pour lutter contre la précarité, déjà, il faut que les gens ils puissent se loger dignement. C'est très important. C'est ça qui nous permet de sortir de la spéculation. Une mesure, une seule, Jacques Casamart, que vous prendriez? Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire, on prendrait une mesure spécifique à la Corse, puisque vous connaissez le système tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il fonctionne, mais c'est une évidence. On est dans le cadre de règles qui existent. Et on est dans le cadre de règles qui existent, notamment des règles financières. Et en plus, on sait très bien que la Constitution française ne permet pas de prendre certaines dispositions. C'est dans ce sens, moi, que je disais qu'il est grand temps de sortir de cette 5e République monarchique. Je le redis. La lutte contre la précarité, c'est votre cheval de bataille. Oui. Donc les candidats nous servent toujours les mêmes solutions, évoquent toujours les mêmes principes. Quels sont les vôtres, concrètement? Quelle serait votre première mesure pour lutter justement contre la précarité? Et ça passe évidemment par le développement économique qui est source d'emploi, mais comment faites-vous? Écoutez, mais il n'y a pas 36 solutions pour en sortir, vous savez. Un exemple. Oui, un exemple. Déjà, il faut créer des emplois. Il va falloir créer des emplois. Mais attendez, mais je vais aller plus loin. Mais c'est une évidence. Vous posez la question. Est-ce que et moi je vais vous proposer une question. Comment crée-t-on des emplois? Moi je vais la créer à l'envers. Je vais poser une question à l'envers. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique du tout-tourisme, dont on nous a vendu tous les mérites depuis plus de 30 ans, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette politique du tout-tourisme qui nous a conduit à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Je vous réponds, je suis pour sortir de la mono-activité touristique. C'est-à-dire que si on prend l'agriculture, je vais vous me poser une question, je vous réponds. Si on prend l'agriculture... Parlez comme les nationalistes, là. Écoutez, je parle peut-être parle-t-on pareil. Ceci dit, je vous ai dit tout à l'heure que sur la dimension sociale, ils n'ont pas été capables de la prendre en compte, parce qu'il aurait fallu voter contre les ordonnances à l'Assemblée nationale, ça me semble essentiel. Et puis il n'y a pas ça, on pourra en discuter, parce que de toute façon, tous ces débats vont être demain à la collectivité territoriale. De votre programme sur lequel on voudrait vous interroger, c'est l'écologie. Oui. Mélenchon a pris des positions, votre mouvement a pris des positions assez avancées. Vous qui vous êtes battu pendant des années pour le vase, vous regrettez ce combat? Alors, si vous voulez dire que je suis agent EDF et que je me suis battu, mais vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je ne voudrais pas. Je me suis battu avec d'autres, et notamment avec des militants syndicaux. D'ailleurs, de tout, la CGT a porté très fort ses revendications, mais il y avait d'autres organisations syndicales. On était pour que, on produit pas grand-chose dans cette île, mais on était au moins pour produire l'énergie. Vous savez, souvenez-vous, la bataille, le Cablico. On voulait, d'ailleurs, il revient. Je vous signale qu'on est en train, il revient par la petite porte. On risque de l'avoir prochainement. Pour ça que, vous voyez, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'il faut, bien entendu, qu'on aille vers la construction de 2 barrages supplémentaires. Je pense au Liamone et à l'Olivèze. C'est une évidence, parce que c'est pas seulement le barrage pour avoir de la production d'énergie, parce que vous savez que ici, EDF vend l'énergie, je préfère le dire quand même, elle vend l'énergie à un coût inférieur à ce que ça revient. Tout simplement parce qu'il y a la solidarité nationale et la péréquation nationale. Parce que sinon, si demain, on n'est que dans le cadre de sociétés privées, c'est ce que veut actuellement l'Europe, la privatisation de tous les services publics, on va se retrouver confronté à une vraie difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous voyez, les 2 barrages, parce qu'en même temps, on a besoin d'eau. Et d'un point de vue de l'écologie, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse notamment sur la question des déchets. On ne pourra pas continuer comme ça. C'est-à-dire que regardez la crise actuellement, on a 3 lieux de stockage des déchets. Et qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Je dis qu'il ne faut pas qu'on s'interdise. Il ne faut pas qu'on s'interdise des choses. On a à réfléchir. Parce qu'il faut continuer le tri sélectif. C'est essentiel. Mais il faudrait déjà imposer aux grandes surfaces, et je vois qu'il y en a de plus en plus qui vont arriver, il faudrait déjà imposer aux grandes surfaces de traiter déjà différemment la question des déchets avec tous les emballages. Mais il faut continuer le tri sélectif. Mais après,
Est-ce qu'on continue l'enfouissement ou est-ce qu'on réfléchit à d'autres solutions? Moi, j'ai vu qu'il y avait un débat, il y avait un véritable débat. Il y avait y compris un débat il y a 2 ou 3 ans où on disait mais pourquoi ne pas réfléchir à 2 incinérateurs? Vous savez, c'est pas les incinérateurs d'il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, les incinérateurs, quand on voit ce qui se passe en Suède, en Norvège, ils achètent des déchets. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ça leur permet justement... À ce moment-là, on en revient à la question précédente, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'abandonner le tri sélectif. Les incinérateurs, pour qu'ils marchent, il faut énormément de production. Absolument pas. C'est ce que disent les gens qui ont travaillé dessus. Attendez. Ça, c'était valable avant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a 2 incinérateurs possibles, parce qu'il ne faut quand même pas emmener les déchets partout, les faire se promener dans la Corse. Il y a un incinérateur possible avec 65 000 tonnes annuelles sur la Corse du Sud, en particulier dans la périphérie d'Ajaccio, et un autre incinérateur, parce que je pense, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je regarde ce qui se dit, et un autre à 75 000 tonnes qui sont viables, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le tri sélectif. C'est important de continuer le tri sélectif, vous voyez, mais ça va prendre du temps. Pourquoi je dis ça? Jean Vitus, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez constaté que nous sommes dans une augmentation de population dans notre île. Et que le tri sélectif, hein, aujourd'hui, il progresse de 2-3%. C'est-à-dire que l'apport de population, et en plus on a un apport de population, en particulier en saison estivale, cet apport de population fait qu'on est presque... on stagne de ce point de vue. Donc, je pense en effet qu'il sera important de relancer des études. Je ne dis pas que l'incinérateur est la solution. Ce que je sais, c'est que je vois les problèmes actuellement sur les décharges et les lieux d'enfouissement. On ne pourra pas continuer comme ça. Et nous, on veut être cet élément qui avance des propositions. On est prêt à travailler avec tout le monde là-dessus, mais il y a à réfléchir sur cette question comme sur beaucoup d'autres. Juste dernière question, mais répondez très vite. Collectivité unique dans 3 mois, c'est une bonne chose? Écoutez, si elle n'est pas clientéliste, parce qu'on nous a dit on va aller vers la collectivité unique parce que les 2 conseils départementaux sont planistes, clientélistes, je ne crois pas que ça puisse changer comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une baisse des dotations, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'argent. Et donc, on va faire un peu plus appel à l'impôt public. Donc, je crois que là, il faut rééquilibrer. Et vous savez, il y a 1800 personnes, et ça me semble important, 1800 personnes, 1800 foyers fiscaux qui payent l'impôt sur les grosses fortunes en France. Ils étaient 180 il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, il n'y avait pas 66 000 personnes qui étaient dans la détresse d'aujourd'hui. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Eh bien, Jacques Casamart, ce sera là votre conclusion, tout comme celle de l'émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, chers confrères. Merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 nouveaux invités. Buona settimana, buona sera a tutti.